Donc, nous allons parler sans plus tarder des épidermolyses bulleuses héréditaires. Selon le plan suivant, nous allons suivre le plan suivant, généralité, les formes anatomocliniques, les complications et les pronostics, la prise en charge thérapeutique et les perspectives, et enfin, nous allons conclure. Il s'agit d'un groupe de maladies génétiques caractérisées par une fragilité de la peau et ou des muqueuses. Elles sont également caractérisées, elles se manifestent par la formation de bulles, d'érosion et des cicatrices secondaires à ces bulles en réponse à un traumatisme mécanique minime. Donc la peau, elle est fragile. Dès qu'il y a un petit traumatisme, il y a la formation de bulles. Elles sont caractérisées par une grande hétérogénéité clinique et génétique avec des phénotypes de gravité différentes, 4 types principaux et plusieurs sous-types selon le niveau de clivage et selon la mutation génétique et le mode de transmission. Des sous-types ont été décrits. Le diagnostic, l'intérêt, il est diagnostique avec un faisceau d'arguments cliniques, histopathologiques, mais également la microscopie électronique. Sur le plan pronostic, le pronostic de ces affections peut être vital par les surinfections cutanées, les atteintes muqueuses graves avec le risque de dénutrition, mais également les lésions cutanées peuvent évoluer vers une dégénérescence en carcinome épidermoïde. Ces affections altèrent considérablement la qualité de vie, comme pour toutes ces maladies génétiques que nous avons vues depuis ce matin, avec un retard scolaire, absentéisme des enfants et des parents et un handicap majeur. La gravité des épidermolyses bulleuses héréditaires est fonction du niveau de clivage, mais également du caractère dominant ou récessif de l'anomalie. Les formes récessives sont beaucoup plus sévères que les formes dominantes. L'examen histopathologique avec l'immunomarquage permet le plus souvent de classer la dermatose, c'est-à-dire de dire le niveau de clivage. Est-ce que c'est une forme comme le montre cette diapo qui résume un peu la physiopathologie. Donc, ça va se passer au niveau des constituants de la jonction dermo-hypodermique, donc des structures qui permettent la cohésion des cellules kératinocytaires et principalement au niveau de la membrane basale. Et ici, au niveau de la membrane basale, on a un versant épidermique et un versant dermique, c'est-à-dire qui est beaucoup plus proche du derme. Et dans le versant épidermique, beaucoup plus proche de l'épiderme, donc si nous rappelons un peu la couche de la peau, c'est l'épiderme, la jonction dermo-hypodermique qui est la membrane basale, qui lie cet épiderme du derme, et ça va se passer, l'anomalie va se passer au niveau de ces structures de cohésion. Et quand nous regardons bien, au niveau du versant épidermique, on a des jonctions que sont les tonofilaments qui sont constitués de kératine 5 et 14. Et on va voir que la mutation des formes d'épidermolyse superficielle va intéresser ces structures de kératine 5 et 14. Au niveau de la partie de la lamine lucida, on a la lamine lucida, les plaques d'ancrage des desmosomes, et c'est fait de protéines, plectine, intégrine, les protéines BP180, fait de collagène 17, la laminine, et au niveau de la lamina densa, donc les structures d'ancrage vraiment proches du derme, on a certaines protéines telles que le collagène 17 et qui vont être responsables, dont les mutations vont être responsables des formes profondes ou dystrophiques. Donc, ainsi, de cette physiopathologie va dépendre la classification qui va distinguer les épidermolyses bulleuses simples, kératinocytaires, les épidermolyses bulleuses jonctionnelles ou laminolucidiques où le niveau de clivage se fait au niveau de la lamina lucida, et les formes dystrophiques où le niveau de clivage va se faire au niveau de la lamina densa, donc juste presque au niveau du derme, la zone de la membrane basale qui est la plus proche du derme, donc c'est des formes profondes qui vont expliquer la symptomatologie. Donc, ainsi, cette physiopathologie
dont découle la classification qui distingue 4 types: les formes simples, épidermolytiques, où le niveau de clivage intraépidermique se fait au niveau des kératinocytes basaux, les formes jonctionnelles ou laminolucidiques, où le clivage va se faire dans la laminolucida, comme nous l'avons montré tout à l'heure, ou kératinocytique, où le clivage se fait sous la lamina densa, et les formes mixtes ou syndrome de Klinder, où le niveau de clivage il est mixte. Donc, la classification de 2008 rapportée ici dans les annales de dermato montre la forme simple, épidermolyse bulleuse simple suprabasale, avec les différentes protéines ciblées, comme on a dit tout à l'heure, la kératine 5 et 14, c'est les principales mutations intéressées dans ce type. Donc, les épidermolyses jonctionnelles, qui distinguent 2 types, Ehrlichs et non-Ehrlichs, où le niveau de clivage laminolucidique va intéresser des mutations du protéine de la laminine 332 et parfois le collagène 17, et les formes dystrophiques qui distinguent 2 formes dominantes et récessives, où la mutation responsable est le collagène de type 17 et le syndrome de Klinder, où c'est le gène Klindin 1 qui a été individualisé. Donc, vous voyez que c'est une classification très complexe qui dépend du niveau de clivage, du phénotype, de la distribution, de la sévérité des lésions cutanées, des bulles, la présence de signes également extracutanés. Donc, le tableau que je vous ai montré, vraiment, c'est une forme simplifiée de la classification, du mode de transmission génétique, mais de l'expression de la protéine altérée et de l'altération génétique qui a été individualisée. C'est pourquoi, tous les 2 ans, des chercheurs des experts des épidermolyses bulleuses héréditaires font des mises à jour. Et la dernière classification qui a été mise à jour date de 2020 et qui a individualisé de nouveaux sous-types avec des mutations génétiques différentes par rapport avec 34 sous-types d'épidermolyse bulleuse. Mais ce qui est constant, c'est le niveau de clivage dans cette classification. Intraépidermique, les formes simples, jonctionnelles au niveau de la lamina lucida d'épidermolyse bulleuse jonctionnelle, dermique au niveau de la lamina densa et mixte. Donc, les 4 types restent constants, mais c'est les sous-types qui diffèrent en fonction de l'anomalie génétique individualisée, mais également de la protéine ciblée. S'agissant des formes anatomocliniques que nous allons détailler ici, nous allons d'abord parler des épidermolyses bulleuses simples qui constituent le type le plus fréquent des épidermolyses bulleuses héréditaires. Elles sont de transmission autosomique dominante ou bien autosomique récessive. Les 2 sont possibles. Il y a un large spectre clinique allant d'une simple bulle palmoplantaire à des sous-types syndromiques avec des atteintes extracutanées, comme le montre la classification à ce niveau-là, qui distingue des formes autosomiques dominantes et autosomiques récessives. Il faut retenir que les formes récessives sont plus sévères. Quel que soit le type, c'est les formes récessives qui sont les plus sévères décrites. Et ces formes autosomiques dominantes vont être associées à des types localisés ou sévères ou intermédiaires. On va le voir tout à l'heure. Et ces formes simples peuvent être associées parfois à une cardiomyopathie, parfois à une dystrophie musculaire et parfois à une atrésie du pylore lorsque il s'agit de certaines mutations. Par exemple, ici, atrésie du pylore et néphropathie, on décrit une mutation du gène plectine CD151. Donc, certaines particularités, mais c'est des formes vraiment très rares. Il faut retenir les formes classiques que nous allons décrire tout à l'heure. C'est d'abord l'épidermolyse bulleuse localisée de type Weber-Cockayne, donc l'épidermolyse bulleuse simple, localisée, qu'on appelait le type Weber-Cockayne. Elle est due à une mutation autosomique dominante du gène kératine 5 ou kératine 14. Elle est caractérisée par des bulles limitées au niveau des paumes et des plantes. Ces bulles sont exceptionnellement hémorragiques. C'est des bulles uniquement palmoplantaires qui cicatrisent sans séquelles. Donc, il n'y a pas d'atrophie, il n'y a pas de cicatrice après les bulles. Elles surviennent suite à un traumatisme minime, surtout par temps de chaleur. Quand il fait chaud, les bulles ont tendance à être beaucoup plus fréquentes.